Mesdames et messieurs, merci de suivre la télévision nationale. Après 5 mois d'arrêt, le train de banlieue reprend ses activités. Une reprise qui soulage les populations de la capitale, souvent confrontées à des difficultés de déplacement. Et puis le port autonome de Conakry a aussi repris ses activités. Les navires commencent le débarquement des cargaisons de poissons après plusieurs jours d'attente sur le quai. Ils sont 2 jeunes à tomber dans les mailles des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé. Pourquoi ont-ils été arrêtés? La réponse dans cette édition avec notre reporter Isia Gaba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse d'être avec vous dans cette édition que nous ouvrons sur ce décret numéro 117 portant nomination d'un directeur national au ministère du Budget. Le président de la République décrète article 1er, M. Guillaume Curtis, administrateur civil, est nommé directeur national de la comptabilité matière et du matériel. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 juillet 2018, signé professeur Alpha Condé. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, un communiqué axé sur l'audience solennelle de prestation de serment de 3 membres de la Cour constitutionnelle. Conakry, 13 juillet 2018. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'honorable Claude Kory-Koundiano, présideront l'audience solennelle de prestation de serment de 3 des membres de la Cour constitutionnelle entrant le samedi 14 juillet 2018 à partir de 10 h dans la grande salle du palais présidentiel à Sékou Touré. Sont conviés à prendre part à cette cérémonie les personnalités après. Mesdames et messieurs les présidents des institutions républicaines, monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, monsieur le haut représentant du chef de l'État, monsieur le chef de file de l'opposition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, conseillers, membres du cabinet présidentiel, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de la marine, monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, messieurs les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité, de la douane et des conservateurs de la nature, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, messieurs les hauts représentants des communautés religieuses, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, bureau de presse de la présidence. Transport urbain. La nouvelle, elle est bonne ce soir puisqu'il s'agit du retour du train de banlieue. Les usagers de Conakry attendaient ce moment avec impatience. Ce retour de Conakry Express va assurer la mobilité de plus de 10 000 passagers par jour et à moindre coût. Au-delà de Conakry Express, d'autres mesures d'accompagnement sont envisagées par le gouvernement pour redynamiser le transport public. On écoute le ministre d'État des Transports au micro de Fodé Camara. Dans le quartier Corentin, la gare du Petit Bateau reprend son animation habituelle après 5 mois d'arrêt de Conakry Express. Un train dont le stationnement prolongé a fortement perturbé le déplacement des habitants de la haute banlieue. Des usagers très soulagés par cette relance. On est content de la reprise du train, très content. Moi je quitte à Dibreka de venir ici. Si c'est le taxi, on va faire 3 heures de temps. Avec le train, on peut faire 2 heures. Et c'est confortable aussi. Transportant 5000 passagers par voyage, Conakry Express est un trait d'union entre Kabelé et la presqu'île de Kaloum. Une navette sur 40 km de voie ferrée, bien assurée par des techniciens guinéens impliqués dans la conduite et la maintenance de ce train depuis le départ des coopérants chinois il y a plus d'1 an. C'est un équipement de dernière génération, alors nous avons besoin vraiment de l'aide pour que ce train-là puisse fonctionner, pour que la population soit soulagée. Les arrêts intempestifs de Conakry Express sont dus aux actes inciviques des populations qui déversent les ordures sur les rails et vandalisent le train.
Et le gouvernement s'est investi à fond pour que la mise à disposition de ce train soit effectivement une mesure d'accompagnement à cette mesure de hausse des prix du carburant, de manière à faire en sorte que les populations de Conakry puissent, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude d'emprunter ce train, puissent se déplacer à moindre coût. Parce que nous n'avons pas touché au tarif de transport de ce train, malgré la hausse donc du prix du carburant. Ceci dit, je saisis cette occasion pour lancer un appel aux populations de Conakry en ce qui concerne la sécurité de ce transport collectif qui est si important pour les Guinéens, qu'on cesse de le caillasser, qu'on cesse sous des prétextes fallacieux de s'attaquer à un bien public qui rend autant de services à la population guinéenne. Donc je lance un appel à cette population. Dans ce train, ce sont des Guinéens qui se retrouvent, ce sont des Conakrykas qui circulent. Il n'y a pas de raison que, quelle que soit la colère qu'on puisse éprouver vis-à-vis de qui que ce soit, qu'on s'attaque à ce train. Autre mesure d'accompagnement envisagée par le gouvernement, la mise en circulation très imminente de 110 bus. Des voies et moyens sont explorés pour la création d'une nouvelle compagnie de transport public avec un partenaire technique stratégique. Après plusieurs jours passés sur les quais de Conakry, les navires ont commencé ce vendredi le débarquement des poissons. À cet effet, la synergie d'action entre la direction du port autonome et le ministère des Pêches a permis la relance des activités afin d'approvisionner le marché national en cette période de repos biologique. Ansoumani Toumani Camara, reportage. Après quelques jours d'attente au quai, ces navires ont finalement commencé ce vendredi le débarquement de leur cargaison de poissons. La direction générale du port autonome de Conakry a en effet fait des concessions en faveur de ces bateaux de pêche qui sont allés au-delà du temps imparti pour le débarquement. Ce malentendu a été réglé par le ministre ce matin et moi. Donc les activités vont reprendre dans les heures qui suivent pour que le marché soit approvisionné. Il y a eu des petits soucis parce qu'il y avait beaucoup de bateaux au départ. Donc vous voyez ces différents bateaux qui sont restés à quai pendant au moins 10 jours. Donc ils peuvent aujourd'hui débarquer. Donc il n'y a pas de souci majeur. C'est une question de programmation. Sans tenir compte de ce qui a été envoyé par d'autres commerçants par la route venant du Sénégal. Je pense qu'il y a eu au moins 4500 cartons déjà et il y a assez de poissons ici. Du poisson frais, de qualité et en abondance dans les marchés en cette période de repos biologique dans les eaux maritimes guinéennes. Le ministère met en place toute une batterie de mesures avec l'accompagnement des armateurs. On promet le peuple guinéen de ne pas avoir de rupture de stock. On a déjà 4 bateaux pélagiques qui pêchent. Même s'il y a le repos biologique c'est seulement pour les bateaux de fond, ceux qui sont les bateaux chinois, mais pas pour les bateaux pélagiques. Donc moi je promets à la population guinéenne d'avoir au moins qu'il n'y aura pas de rupture au stock par rapport à son nid de pêche. Cette année, on a plus de 50 bateaux qui sont venus à la fois au 30 juin. Donc ce sont les mêmes bateaux qui continuent encore de débarquer. À l'intérieur du pays, il y a à peu près plus de 60 chambres frigorifiques à l'intérieur du pays. La pêche artisanale, tout au long des 300 km de côte, nous avons près de 324 points de débarquement où les activités de pêche artisanale continuent. Il n'y a pas de restriction quant au repos biologique concernant la pêche artisanale. Dans cette première quinzaine du premier mois du repos biologique, les dépôts frigorifiques sont remplis de poissons de la pêche industrielle. Le long du littoral, les pêcheurs artisans continuent de pêcher et les produits de pêche sont aussi importés des pays voisins. Toutefois, la chaîne d'approvisionnement reste à bien huiler. À quel prix et dans quelles circonstances ces poissons arrivent à table dans nos assiettes? Une question qui est en analyse au ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Dans le même registre, des dispositions sont prises pour la décongestion portuaire. Une réunion s'est tenue au ministère des Transports pour plus de coopération afin d'améliorer la qualité des services conformément aux exigences du commerce international. Un appel pour un service minimum susceptible de réduire le temps d'escale de navires préjudiciable aux opérateurs portuaires et aux paniers de la ménagère.
Pendant ce temps, à la baie, on partage les résultats d'une étude visant la réorganisation et la professionnalisation de l'élevage dans les milieux pastoraux. C'est une étude faite par l'ensemble des acteurs du secteur de l'élevage. On en sait un peu plus avec Mamadou Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. Quelques jours après la tenue de la journée nationale de l'élevage à la baie, acteurs sociaux, spécialistes de l'élevage, éleveurs et pouvoirs publics se retrouvent. Un outil de planification des activités pastorales issu d'une récente étude sur la question est en phase de vulgarisation. Il s'agit d'aménager, de délimiter et de sécuriser des espaces pastoraux dotés d'équipements et d'infrastructures à la hauteur des besoins du cheptel. Cette étude-là, nous avons fait un échantillonnage. Sur les 33 préfectures, on a pris 17, pour lesquelles nous pensons qu'il y a énormément de problèmes. Nous savons que dans toutes les préfectures, il y a des problèmes de pâturage, mais nous avons pris un échantillon où il y a des problèmes très aigus. Et c'est pourquoi, par exemple, Koubia et Pita se retrouvent au niveau de la région de la baie et de Mamou. Porté par le projet d'appui au secteur agricole en Guinée, PASAG, ce programme entend favoriser l'émergence d'un élevage au service du développement et profitable à l'ensemble des acteurs du secteur. Nous, éleveurs, nous sommes très contents et très fiers du gouvernement. Si l'Assemblée adopte une loi concernant le code pastoral et que le gouvernement nous aide à surmonter nos problèmes en aménageant des espaces pastoraux équipés, ça nous évitera de conflits avec nos agriculteurs. Aujourd'hui, la Guinée compte moderniser son élevage extensif traditionnel pour que le pays tire pleinement bénéfice de l'activité et que des crises entre éleveurs et agriculteurs, par exemple, soient résolues de façon durable. Il vous souviendra que le 15 juillet 2016, une tentative de coup d'État avait causé des centaines de morts et d'importants dégâts matériels en Turquie. 2 ans après, l'ambassade de Turquie en Guinée s'en rappelle. La cérémonie de commémoration a connu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Adi Kamara. Le Premier ministre à l'ambassade de Turquie en Guinée, ici à Taouya, dans la commune de Ratoma. Il est venu assister à la commémoration du 2e anniversaire de la tentative du coup d'État du 15 juillet 2016. Tout a commencé par l'observation d'une minute de silence à la mémoire des victimes, suivie des hymnes nationaux de nos 2 pays. À cette occasion, un film a été projeté. Ce film retrace la tentative du coup d'État du 15 juillet. Cet événement tragique a débuté à partir du quartier général de l'état-major par un groupe d'officiers de FETO au sein des forces armées turques. On a enregistré plus de 200 morts, des violences subies par les paisibles citoyens, la terreur, le vandalisme des infrastructures et l'enlisement de l'administration. Le 15 juillet était une tentative désespérée pour garder leur contrôle en place et s'emparer du pouvoir qu'ils visaient à faire à travers l'infiltration. Malgré le fait que nous définissons ce qui s'est passé le 15 juillet en tant que tentative de coup d'État, en fait ce n'était pas un coup d'État ordinaire. Dans aucun des coups d'État ou des tentatives de coup d'État dans le passé, les putschistes n'ont ouvert le feu sur les civils, et encore moins bombardé le Parlement, le complexe présidentiel ou le quartier général de la police. Vous avez vu sur les images comment ils ont tiré sur les civils qui, avec leur drapeau, étaient sortis pour défendre leur pays. Face donc à cette affliction, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana a tout d'abord rendu hommage au gouvernement et au peuple turc avant d'exalter la qualité des rapports entre la Guinée et la Turquie. Nous avons ressenti ces événements avec douleur, compte tenu des liens d'amitié et de coopération entre nos 2 pays, compte tenu surtout des relations très personnelles entre le président Erdogan et son frère et ami, le professeur Alpha Condé. Nous sommes fiers, malgré cette triste réalité, de dire
que la Turquie a donné au monde une leçon d'histoire. Nous avons vu un peuple se lever, se soulever pour dire non, il n'est plus possible de rompre l'ordre constitutionnel. Cette leçon d'histoire, je crois que le monde avec admiration l'a retenue. Les temps sont passés où les insurrections, aux militaires ou civils, peuvent rompre l'ordre constitutionnel. Cette leçon d'histoire, la Guinée le retient. Au moment où des crises, parfois qui ont des allures violentes, essaient de secouer le socle de notre démocratie. Je voudrais donc vous réitérer tout le soutien de la Guinée au peuple turc. Vous l'avez rappelé, Madame l'ambassadeur, la Guinée n'a pas hésité. Elle a été le premier pays à mettre dehors, fermer les écoles de ces terroristes. Non seulement il l'a fait en Guinée, le professeur Alpha Condé a fait la plaidoirie en Afrique pour que le continent africain sorte de cette menace terroriste en déboutant ces terroristes de nos écoles. Parce que l'éducation est certainement l'un des secteurs ou l'un des canaux les plus fragiles parce que ça aide à instaurer l'idéologie terroriste. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, l'Afrique, presque dans son ensemble, est débarrassée de ce risque. Et je le soulignerai jamais assez grâce à l'intervention personnelle du professeur Alpha Condé, qui a apporté tout son soutien à la Turquie, à son frère et ami, le président Erdogan, pour que cette menace sorte de nos réalités ici. Je voudrais réitérer donc, encore une fois, la solidarité agissante de la Guinée envers la Turquie et me féliciter de bonnes relations de coopération, aussi bien les premiers pas de la TICA dans le développement de la Guinée et le raffermissement des relations d'affaires entre les deux pays. Comme on le voit, la Guinée et la Turquie partagent les mêmes valeurs, les mêmes idéaux et les mêmes principes en matière de lutte contre le terrorisme, la violence et l'impunité. Tenue à Conakry de la 9e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, les participants ont échangé sur toutes les questions liées à la mise en œuvre du programme de développement des bassins fluviaux et le projet énergie de l'organisation sous-régionale. Compte rendu, Nabi Kamara. Cette session extraordinaire des ministres de l'OMVG est la 9e du genre. Elle s'est penchée sur les mesures à prendre pour le démarrage rapide des travaux de l'interconnexion et la mobilisation du financement pour la construction de l'aménagement hydroélectrique de Sambagalou au Sénégal. Sans ce financement-là, comme vous le savez, c'est un projet lié à la ligne d'interconnexion. Alors qu'il faut absolument nécessaire réaliser ce projet de Sambagalou. L'interconnexion a démarré déjà, pour cela il y a besoin qu'on fasse tout pour démarrer ce projet de Sambagalou. Les ministres de l'OMVG ont échangé également sur le paiement à temps et l'appurement des arriérés de contribution des États membres, de la contrepartie au projet énergie, ainsi que le fonctionnement même de l'institution. Une institution sous-régionale dans laquelle les partenaires techniques et financiers fondent beaucoup d'espoir quant à la réussite surtout de son programme énergie. Nous avons trois grands projets qui sont en cours de réalisation dans la sous-région qui vont permettre à la Guinée de se connecter au reste des pays de la sous-région. Il s'agit du projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, du projet énergie de l'OMVG et de l'interconnexion Guinée-Mali, où ce groupe de bailleurs de fonds est présent. Donc ça va permettre à la Guinée de pouvoir exporter le surplus d'énergie dont les pays, les autres pays membres vont bénéficier. Cette conférence permet de franchir un pas dans le cadre
l'aménagement du barrage hydroélectrique de Sambagalo et nous nous réjouissons de l'engagement de tous les partenaires et à la tête desquels se trouve la Banque africaine de développement pour accompagner l'OMVG pour la réalisation de ces aménagements et pour une intégration énergétique effective dans le cadre de cet espace sous-régional. Dans ces résolutions, le Conseil des ministres a engagé le Haut Commissariat de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie à démarrer les travaux de construction de la ligne d'interconnexion sur les zones et sites libres de toute charge d'impact. Il a proposé la tenue de la 11e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement avant la fin de l'année en cours. Autre sujet d'actualité, 3 semaines de formation et de recyclage pour 45 officiers de police judiciaire. Ils ont appris les techniques d'identification criminelle à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. L'objectif est de mettre en place une unité régionale de police technique et scientifique à Conakry. Adjudant-chef Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Ces dernières années, la gendarmerie nationale a diligenté plusieurs enquêtes à l'échelle nationale et sous-régionale. Pour maintenir cet élan, un stage de formation et de perfectionnement en technique d'identification criminelle est organisé. Il a regroupé 45 officiers de police judiciaire venus des brigades de recherche et compagnies territoriales. L'enjeu est la mise en place d'une unité régionale de police technique et scientifique. Ces formations respectives visent essentiellement à outiller désormais la chaîne criminalistique au niveau de la gendarmerie guinéenne. Durant 3 semaines, ces spécialistes des scènes de crime ont été initiés aux techniques de prélèvement d'empreintes digitales, au montage d'un dossier de comparaison et à l'imagerie numérique. La formation a été assurée par 2 experts de la coopération française, une vision qui rime avec l'ambition de l'institution de se doter d'un laboratoire de police technique et scientifique. Désormais, les unités de gendarmerie de la région de Conakry bénéficieront de l'appui de techniciens bien formés, bien équipés, lors de constatations sur des scènes d'infraction complexes. Si dans un passé récent, les officiers de police judiciaire, au cours d'une enquête, fondaient leur intime conviction sur l'aveu, de nos jours, ce dernier n'est plus la reine des preuves. C'est pourquoi ces stages de formation et de perfectionnement des techniciens en identification criminelle viennent à point nommé. Pour l'implantation de la future unité régionale de police technique et scientifique, un important lot de matériel TIC a été offert par la coopération française. Toute chose qui contribue à faire de la gendarmerie une véritable force d'enquête judiciaire au service de la nation. L'approche 3x6, innovatrice de réintégration socio-économique, c'est un programme qui vient appuyer la réforme engagée dans le secteur des services de sécurité. Les bénéficiaires du projet, en grande partie des jeunes, ont choisi des filières socio-professionnelles devant les tirer de l'exclusion sociale. Ce programme a débuté il y a 3 ans et a pour champ d'action, dans un premier temps, 2 communes de Conakry et la préfecture de Kissidougou. Abdul Karim Kamara. La réforme dans le secteur des services de sécurité fait du chemin. Un des appuis à cette réforme est le programme de réintégration socio-économique des populations vulnérables. Il s'agit de créer des emplois temporaires et des opportunités économiques durables pour des personnes menacées d'exclusion sociale, notamment les jeunes. Les bénéficiaires se sont associés en groupement. Quand ils se sont associés en groupement, ils ont créé des projets. Et nous, maintenant, on les accompagne dans la mise en œuvre de ces projets. Ces projets sont dans les fiches projets qui ont été élaborés et qui ont été validés par notre programme et par la délégation de l'Union européenne. 3x6 est le nom de l'approche. Elle comprend 3 composantes: l'inclusion, l'appropriation et la durabilité. Pour cette phase pilote, 47 groupements ont été formés à Conakry et 44 autres à Kissidougou. Depuis plus de 2 ans, les bénéficiaires développent des activités socio-professionnelles dans plusieurs filières. Vraiment, ça a un impact positif parce qu'aujourd'hui, et au début, donc le projet est venu et aujourd'hui, vraiment, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, vraiment, les conditions de vie commencent à s'améliorer petit à petit. Tout le monde est conscient maintenant de la vie associative. On sait ce qu'on veut faire et on sait réellement là où nous voulons partir. Des mesures doivent être envisagées
qui, au regard des constats que nous avons relevés, pour dire que non, voilà les aspects sur lesquels on peut appuyer, les leviers sur lesquels on peut commander pour booster un peu ces organisations de manière à ce qu'elles soient des entités fiables qui pourront quand même contribuer au développement socio-économique de la Guinée. Le programme d'appui à la réforme du secteur des services de sécurité est au stade de sa deuxième composante. Le cap sera mis sur la troisième phase dès après la restitution de la mission d'experts sur le diagnostic organisationnel et financier des groupements. Les services spéciaux de lutte contre la drogue viennent de mettre le grappin sur 2 présumés bandits. Le premier est plein d'esprit, d'invention, puisqu'il arrive à reproduire l'or et le diamant à l'aide des pierres précieuses. Le second, un trafiquant de drogue, a été arrêté avec 37 boules de cocaïne à la frontière guinéo-malienne. Les détails avec Alpha Isiagaba. À vue d'œil, on a l'impression que c'est de l'or ou du diamant. Mais en réalité, ce sont des fausses matières précieuses. C'est l'œuvre de ce présumé fausseur. Il est d'origine nigériane, mais dispose des documents bissau-guinéens. Il évolue à Conakry, un jeune passé pour maître dans l'art de produire des faux documents. Plusieurs expatriés se disent victimes de ce jeune. Il est mis aux arrêts ce mercredi par les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés. Il a été trouvé en possession de plusieurs faux documents administratifs qui concernent la douane, l'exportation des pierres précieuses, de la douane et de la Banque centrale. 4 passeports bissau-guinéens, 200 kg de faux lingots d'or, 69 kg de faux or en poudre, 4 faux cachets, 3 sachets contenant 1700 cristaux de faux diamants. Il dit oui, qu'il reconnaît que ces choses l'appartiennent. Il dit que ces choses, il les confectionne lui-même à partir de l'internet autre. Autre saisie, 37 boules de cocaïne. C'est avec ce jeune de nationalité nigériane et se disant homme d'affaires. Il a été arrêté à Kourémalé, à la frontière guinéo-malienne en provenance de Bamako. L'opération est rendue possible grâce aux services spéciaux de lutte contre la drogue basés à la frontière. À travers son comportement, son attitude, donc il a fait l'objet de ciblage. Il a été placé dans une salle de contrôle et à l'issue de la fouille, cette fois-ci il n'avait pas ingéré. Parce que généralement on pense toujours que ceux qui viennent avec les boules les ingèrent. Mais cette fois-ci il les avait dans son slip. Mais embrayé dans cette paire de chaussettes. Les 37 boules de cocaïne. Il dit oui, qu'il reconnaît que les militaires l'ont pris avec ces boules de cocaïne. Qu'il ne connaît pas là où on l'a pris, parce qu'il est étranger, mais c'est à la frontière qu'on l'a arrêté avec ça. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés multiplient les efforts pour démanteler tous les réseaux de trafiquants et de fausseurs. En attendant, ces 2 présumés fausseurs et trafiquants de drogue sont mis à la disposition de la justice. La société Électricité de Guinée dans la bataille pour le redressement avec l'appui de la Banque mondiale. Au nombre des défis, la bonne gouvernance du secteur et l'amélioration de ses performances techniques et financières. L'engagement pour la réforme connaît déjà des avancées. Reportage à Abidjan. C'est une denrée qui n'est pas cadeau, qu'on ne ramasse pas, qui doit être... À l'EDG, environ 50% des abonnés sont des sous-abonnés qui ne s'acquittent pas de leurs factures. Le constat est tiré d'une enquête du cabinet Sureka sur la fraude et la lutte contre la fraude en électricité. L'énergie coûte très cher et notre objectif essentiel aujourd'hui pour le redressement commercial de EDG, c'est que chaque consommateur d'électricité soit un abonné de EDG et paye sa consommation et sa facture à EDG. Donc aujourd'hui, nous voulons mettre une politique claire de lutte contre la fraude. Ce n'est pas contre le consommateur lui seul, c'est tous ceux qui font la fraude, y compris les travailleurs de EDG qui vont faire la collusion, le monteur de ligne, le constructeur de ligne, l'installateur de bâtiments qui installe, qui se cache et qui raccroche. Tous ceux-ci sont appelés la consommation, donc les fraudeurs.
Cette rencontre de capitalisation des résultats de ce diagnostic dénonce entre autres la faiblesse du cadre juridique dans le secteur de l'électricité en Guinée. De nouvelles approches sont ainsi préconisées pour sonner là aussi la fin de la récréation. Il y a un travail qui va démarrer d'une autre nature pour faire en sorte que les actions proposées soient réellement mises en œuvre et apportent les résultats qui consisteront à faire en sorte que les gens qui fraudent aujourd'hui, qui fraudent l'électricité aujourd'hui en Guinée, bien soient sanctionnés et payent réellement l'électricité. EDG inscrit la pose des compteurs comme un passage obligé dans ce nouveau plan de redressement. 90 000 compteurs sont déjà installés sur le territoire avec la promesse d'une facturation juste et équitable. Et si on parlait des mariages précoces et forcés, un acte qui bouleverse le droit et l'éducation de la jeune fille. Pour lutter contre ce fléau, le club des jeunes filles leaders de Guinée agit sur tous les fronts. Ces filles sont à la baie où elles suivent une formation pour bien mener des actions de plaidoyer auprès des décideurs. Ablaye Diallo. Depuis février 2018, le club des jeunes filles leaders de Guinée s'investit dans la promotion des droits des filles, notamment la scolarisation, les mutilations génitales féminines et la lutte contre le mariage précoce. Dans cette ambition, l'Organisation internationale de la francophonie accompagne le club à mener des actions de plaidoyer et de mobilisation communautaire afin de lutter contre le mariage des enfants. Selon le dernier constat fait en 2005 par des organisations de défense des droits de l'homme, plus d'1 million d'adolescentes dont l'âge varie entre 15 et 19 ans sont concernées par cette pratique. Ce projet, comme je viens de le dire, est un fruit de collaboration entre Plan International Guinée et l'Organisation de la francophonie. Cette rencontre a pour objectif principal d'apprendre à ces jeunes filles les techniques de prise de parole en vue de véhiculer leur message auprès du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des leaders religieux. Des acteurs qui doivent prendre plus d'actions en faveur de la protection des filles, surtout contre le mariage précoce. Tout le monde a sa part à jouer dans cette lutte. Nous avons les autorités qui vont nous aider à appliquer la loi. Nous avons les leaders religieux qui sont les messagers clés pour transmettre nos messages à travers la communauté. Et surtout les jeunes filles, il est temps qu'on se responsabilise, qu'on sache réellement ce que l'on veut et quelle est notre place réelle dans cette société. Comme ça, ça va nous permettre et ça va même éviter aux parents de nous donner un mariage des enfants. Ce mariage précoce, c'est un problème aujourd'hui qui se pose dans notre pays. Parce que les hommes même ont subi les conséquences en plein fouet. Bon, on prend une fille à l'âge de 12, 13, 14 donnée en mariage. La fille elle-même, elle ne savent même pas qu'est-ce qui s'appelle mariage. Donc la conséquence est assez douloureuse. Le club des jeunes filles leaders de Guinée n'entend pas baisser les bras ni s'arrêter à mi-chemin. Dans les régions administratives du pays, le club compte livrer des messages à travers des pancartes ou des banderoles en vue de toucher le maximum de collectivités locales où parfois, par méconnaissance ou négligence, les droits de ces Guinéennes sont violés. Et pour finir cette édition, l'Association des femmes catholiques de l'archidiocèse de Conakry entend faire de la paix le bâton de pèlerin du citoyen. Elles ont lancé une initiative de promotion de la culture de la paix et de la non-violence qui consiste à présenter de l'eau vive aux responsables de différentes structures du pays comme signe de préservation de la nation. Marie-Angélique Bangora. Seigneur, fais-nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Des canaris sur la tête et des calebasses en main, elles sillonnent les départements ministériels, les ambassades et les structures privées pour apporter l'eau vive, symbole de la vie. Une vie qui ne saurait être belle sans la paix. Ce geste est un appel adressé à la Guinée et à l'Afrique afin d'œuvrer pour la promotion de cette paix et de l'unité nationale. L'eau purifie. Que cette eau purifie nos cœurs. Amen. L'eau assouvit la soif. L'eau apaise. Ça éteint les foyers de tension.
Je prie avec vous que cette eau puisse contribuer à ce qui est la paix entre nous, qui est l'amour entre nous, afin que nous les femmes, nous puissions bénéficier du programme ambitionné par notre président de la République. Je m'engage ici à transmettre votre message. C'est tout ça aussi qui est dans la jarre d'eau là. C'est tout ça qui est dans la paix. La transmission des valeurs culturelles, la transmission du savoir-être, la transmission du savoir-faire. N'est-ce pas? C'est ça aussi la source de la paix. Que nous soyons nous-mêmes et que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Ça nous permet de mieux intégrer les autres, ça nous permet de mieux cohabiter avec les autres. L'initiative est de l'Association des femmes catholiques de l'archidiocèse de Conakry. Cette distribution de l'eau vive résulte de la rencontre de Kindia en juin dernier. Pour elle, apaiser les cœurs des peuples devient désormais un impératif féminin. Depuis 2 ans que je suis là, même si je n'ai pas pu, comme je l'aurais souhaité, être tout le temps avec vous, je vous suis et je sens combien les femmes guinéennes, combien mes sœurs guinéennes, sœurs africaines, mes sœurs aussi dans le Christ, combien vous êtes très engagées dans toute la vie, dans tous les secteurs de la vie ici en Guinée. Donc je me félicite vraiment de ce choix que vous avez fait sur l'ambassade du Sénégal, donc sur le Sénégal, pour venir porter ce message d'espérance, parce que lorsqu'on parle de vie, on parle d'espérance. L'arme la plus puissante, l'arme la mieux indiquée, l'eau, pour l'aider à éteindre les foyers de tension dans notre pays, pour l'aider à étancher la soif des Guinéens, et partout où il y a les foyers de tension, qu'il ait cette arme, qu'il ait cette eau pour éteindre ce feu. Femme chrétienne, porteuse d'eau vive dans un monde assoiffé de paix, ce thème vient concourir à atténuer les problèmes de crise qui surviennent dans nos différents pays. Déjà, les femmes catholiques contribuent au maintien de la quiétude sociale à travers cette sensibilisation. La mano c'est pour vous et nous, venez avec nous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous accorder du temps. Surtout, restez avec nous pour la suite de nos programmes. Que la paix de Dieu soit chez vous. À demain.